Je me disais que bon, j'allais faire l'anglais. Il m'a demandé si est-ce que je finis l'anglais, je vais devenir professeur de collège simplement. Au finish, ils m'ont placé en anglais comme boursier. Mais quand ils ont fini de faire le classement là, il a dit que c'est pas encore fini. Est-ce que au début, est-ce que c'était dur de pouvoir t'adapter parce que ce n'était pas ton choix avant l'obtention du bac? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qui pourrait t'aider? Bon, ce que j'aurais aimé savoir, c'est... Le canapé n'est pas bizarre. Non, non, ça j'ai... Bienvenue sur le canapé des jeunes. Nos parents et aînés donnent très souvent des conseils. Bien que précieux, ces conseils ne sont pas toujours adaptés à notre époque où le numérique constitue à la fois un grand défi et offre également plusieurs opportunités. Ici, on donne la parole à ces jeunes qui vivent cette réalité. Bienvenue sur le canapé des jeunes, l'émission où on parle avenir, orientation et expérience post-bac. Installe-toi et découvrons ensemble des parcours inspirants. C'est parti. Alors bonjour Marel. Bonjour Nasrine. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Ok. Merci d'avoir accepté mon invitation. Non, le plaisir est pour moi. Et merci pour le partage que tu vas faire avec nous. Pour situer un peu le cadre, c'est pour aider les jeunes, qu'ils soient bacheliers ou non, à pouvoir s'orienter, voir un peu l'après-bac, comment ça se passe, pour servir de modèle ou d'exemple aux jeunes qui viennent après nous. Je voudrais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. D'abord, moi, c'est Ouourou Antoine Marel à l'état civil. Je suis étudiant en master d'agronomie, en master 1 vers l'université de Parakou. Je vis à Parakou actuellement, c'est ce que je peux dire. Quel est ton parcours scolaire? Ok. Et mon parcours scolaire est généralement classé comme tout le monde. Donc du CI, le primaire, du CI au CM2 et le CEP, après le BEPC que j'ai eu en 2017. Et après ça, j'ai eu le bac en 2021. J'ai d'abord passé un premier bac, donc le bac C qui n'a pas marché. Et l'année qui a suivi, je me suis réorienté vers la D. Donc j'ai pu avoir le bac D avec une mention assez bien. Tout ce qui m'a amené à l'université de Parakou en agronomie dans les choix de filière. Ok, quel était ton centre d'intérêt quand tu étais au collège? Je ne suis pas arrivé à vraiment détecter si j'ai un centre d'intérêt. Parce que moi, chez moi, la joie de vivre pour moi. Si déjà dans quelque chose que je peux faire et je serai content à chaque fois où je serai vraiment free de le faire là, moi ça me va déjà. Par exemple, chanter, j'aime la musique et surtout les chansons en anglais qui sont quand même faciles à comprendre. Et ça me permet de pouvoir capter des mots, aller chercher et les mots là restent. Et même si mon anglais n'est pas perfectionné là, j'arrive quand même à dire des trucs où on peut me comprendre. Et j'aime danser aussi, même si bon, je ne danse pas tout le temps. J'aime danser, j'aime quand même toucher à tout quand même. Si on peut me commander, je peux servir quelqu'un. Surtout ça aussi, j'aime ça. Ou je peux servir quelqu'un, oui. C'est une très bonne qualité d'être serviable. Tu as dit que tu as fait le bac C. Ça n'a pas marché. Est-ce que c'est toi qui avais choisi de faire le bac C ou bien c'est tes parents qui t'ont orienté vers cette série? Quand j'ai eu le BEPC, en réalité, on voyait que je travaillais un peu bien dans les matières scientifiques. Donc, mon papa, entre la D et la C, il a demandé à ce que j'essaye d'abord la C. Donc, c'était possible de faire la seconde C, la première C. Et si c'est que ça ne va pas et c'est un peu trop difficile, j'allais aller en D. Donc, quand j'ai fait la seconde C, c'était bien. J'ai eu une bonne moyenne, disons. Bon, pas vraiment une bonne moyenne, mais 13. Quand même, c'est bon. Tu es assez bien déjà, tu n'es plus dans la moyenne, tu as déjà dépassé la moyenne. Donc après, et en première, ça a baissé. Parce que c'était devenu un peu trop... En première, là, je ne sais pas comment... Voilà, donc j'ai eu 11. Et bon, l'année de la terminale, il n'était pas là. Disons, presque toute l'année, du début à la fin de l'année, il n'était pas là. Donc, j'avais plus... Je me disais déjà continuer parce que j'avais déjà tissé des relations avec les gens de la salle. Il y avait beaucoup d'amis qui étaient déjà en C, que j'ai comme camarades, que je côtoyais tout le temps. Donc, je me disais que bon, si déjà j'ai pu faire la seconde, la première, la terminale, bon, ça peut aller si j'essaye de me donner un peu plus. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans la terminale C.
Mais bon, force est de croire que j'ai tapé poteau et puis je suis revenu. Oui, bon, c'est bien quand même de savoir que tu n'as pas pu de te remettre en cause et de dire que c'est mieux que j'aille en D. Oui. Donc, est-ce que cette décision d'aller en série D, c'est toi qui as décidé de ton plein gré ou bien c'est peut-être avec les discussions avec ton papa et tout, vous avez décidé que tu ailles en D? Bon, en D, c'est moi-même j'ai décidé. Pourquoi? Parce que déjà, quand j'ai commencé la terminale C, je voyais que c'était autre chose directement. Parce que ça devenait un peu trop difficile. Et à me connaître, je suis quelqu'un... Normalement, la C demande à ce que tu sois tout le temps au niveau des cahiers, à traiter des exercices mathématiques, physiques et tout. Donc, bon, ce côté, je suis un peu paresseux quand même. Même si je comprends, j'arrive pas à trop m'exercer. Donc, je me suis dit, quitte à... Et les coefficients étaient déjà trop au niveau de la mathématique et de la physique. Par exemple, au niveau de la mathématique, voilà, 6-5. Donc, si tu rates la moyenne là, ça te plombe directement. Donc, au niveau de la D, je pense que c'était 3-3. Donc, j'arrivais en SVT, je comprenais mieux et j'arrivais à avoir de bons points là-bas. Or, c'est le coefficient 5. Donc, je me suis dit, en même temps, c'est mieux de diminuer les risques de repasser un autre bac C et de peut-être que d'aller en D et d'assurer peut-être la réussite directement. Et est-ce que tu regrettes cette décision d'avoir changé? Non, non, ça non, je ne regrette pas. Alors après ton bac, concernant l'université, est-ce que d'abord tu as voulu choisir l'agronomie ou bien c'est tes parents qui t'ont orienté? Parce que en son temps, le choix de filière, c'était venu en notre temps, en 2016, où il fallait être en terminale, faire le choix avant le bac pour qu'on puisse vous classer. Donc, est-ce que il y avait une discussion déjà avec tes parents sur ce que tu vas faire à l'université? Bon, non, parce que le nouveau processus de choix de filière, c'est en 2021, c'est venu en ligne. Et on devrait finir d'abord le bac avant de choisir la filière. Donc, l'année où j'ai eu le bac D, c'était cette manière-là de faire. Donc, quand j'ai eu le bac D, moi, je ne savais pas ce que je vais faire concrètement. Bon, je me voyais travailler, je travaillais correctement en anglais. Donc, je me disais que bon, j'allais faire l'anglais. Pourquoi aussi? Parce que quand j'avais fait la terminale C, ceux avec qui j'avais 3 personnes qui étaient mes amis, on était un groupe. Donc, ceux avec qui j'avais fait la terminale là, il y a un qui avait fait la maths et 2 qui avaient fait l'anglais. Et bon, l'anglais nous passionnait nous tous, nous 3 là. Donc, on essayait de parler même en anglais et tout. Donc, je me suis dit, bon, j'allais suivre eux aussi le pas puisque ils sont partis en anglais. J'avais pas directement demandé le choix à mon papa parce que on me laissait quand même pouvoir faire mes choix moi-même. Donc, c'est en faisant les choix et tout ça, et une fois j'ai parlé avec un de mes oncles qui m'a dit, ou bien je vais faire la médecine. Et bon, je lui ai répondu que moi, je ne veux pas faire les longues études parce que la médecine, là, ça prend du temps. Il faut être vraiment impliqué. Donc, et il a dit que mon choix sera le choix de tout le monde quand même. Et un jour, en ce temps, j'habitais chez mon oncle. J'étais chez mon oncle à Akokwa. Donc, un jour, mon père était déjà revenu au Bénin. Et je suis allé le voir et on a discuté. Lui, c'est comme s'il avait des amis ici à Parakou qui ont fait l'agronomie et il avait un peu écho de ça. C'est de là qu'il m'a parlé qu'il y a la faculté d'agronomie à Parakou ici, que ce serait mieux quand même que d'aller faire l'anglais. Ce qu'il a même dit, il m'a demandé si est-ce que je finis l'anglais, je vais devenir professeur de collège simplement, c'est ça. Et on a ri. Donc il a essayé de dire des trucs quand même qui vont me pousser à choisir. Que tu fasses le choix. Voilà, donc d'abord on avait parlé d'agronomie en général. Donc au niveau des choix, moi j'avais choisi la FSA. Voilà, la FSA, l'anglais. Mais j'avais pas choisi la FSA en premier, j'ai choisi l'anglais en premier. Même si on avait discuté, j'ai choisi l'anglais en premier, la FSA et je pense une autre faculté là. Au finish, ils m'ont classé en anglais comme boursier. Mais quand ils ont fini de faire le classement là, il a dit que c'est pas encore fini. Il y a la faculté de là maintenant, il m'a dit qu'il y a la faculté d'agronomie à Parakou. Donc il a dit on peut payer pour que je puisse suivre les cours là et chaque année on va payer la contribution. Et d'accord, je pense qu'on est même venu, les cours avaient déjà commencé quand on est venu et il m'a inscrit ici. Je pense qu'il est venu une semaine avant pour pouvoir faire les remplissages de papier, les inscriptions et tout ça. Voilà. Et je pense le week-end, il est venu un vendredi et le dimanche, on est revenu ici. Et pour l'anecdote, on est venu même avec ma moto.
De Cotonou à Parakou. Waouh. Oui. Et qui a conduit? Lui. Ah, c'est bien. Oui. Tu as été choisi en anglais. Est-ce que tu as fait la faculté d'anglais en tant que double inscription? Ou bien tu as abandonné? Bon, j'ai validé la première année quand même pour pouvoir prendre les sous. J'ai juste validé la première année et du fait que on avait des stages chaque année ici. Donc en première année, le temps où je devais pouvoir aller composer les reprises là-bas, j'étais en stage. Donc c'est ce qui a fait que j'ai perdu. Sinon, je pouvais quand même aller repartir. Voilà. Et pouvoir composer, perpétuer ça, prendre l'argent là encore, les années à suivre. Mais bon. J'ai pu prendre la première année là. tu as eu au moins un peu dedans. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières expériences après le bac? Après le choix, qu'est-ce qui suivait? Bon, après le choix, c'est venir à Parakou et puis commencer les études comme ça, sans pour autant connaître du monde sur l'université, sans avoir d'amis, je dirais. Parce que j'avais fait la 6e ici, mais là, c'est l'université. Il y a plusieurs années, ce n'est pas les mêmes personnes que je connaissais là, que j'ai retrouvées à l'université. Bon, le début, c'était un peu calme parce que tu ne connais personne, donc tu es dans ton coin, tu essaies de travailler, bon, sans forcément rire. En tout cas, on fait un sérieux. Il y a un sérieux. Tu restes dans ton coin, tu fais le beau gosse. Voilà. Qui vient du sud. Voilà. Mais bon, moi, je ne m'affirmais pas trop comme du sud parce que, bon, je suis d'abord nordiste, je comprends un peu Tindi et bon, quand même, je ne faisais pas apparaître ça. Et donc, un peu, on se fait des amis et ça se crée un groupe d'études. Oui, c'est comme ça commence. Voilà, et tout. Voilà, donc on a commencé on commençait souvent avec les matières de chimie. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec les études et tout ça. Les débuts, c'était quand même dur parce que il y a des matières là où par exemple, les chimies, tu te dis que bon, c'est de l'agronomie et on ramène encore les trucs de chimie, tu te dis que vraiment, c'est pour tuer l'homme. Donc, attends, quand tu as fini le bac là, pour toi, les sciences, c'était fini. Ah, donc, tu as tiré à terre. C'était fini. Et on commence, donc c'est les chimies, bon, là, c'était un peu frais, et puis bon, on essayait de comprendre, on s'appliquait. Et après, les matières qui viennent, qui permettent d'apprendre vraiment de l'agronomie. Et c'était cool quand même. Tu te vois connaître beaucoup de choses que tu ne connaissais pas avant. Oui, faire l'agronomie. Voilà. Et même avec les amis qui sont en anglais. Oui, surtout avec les noms scientifiques là. Vous vous promenez dans le campus, vous citez les noms scientifiques des plantes. Voilà. Vous voyez les agronomes. Donc, et en plus, en première année, moi je me rappelle, on avait un enseignant qui nous rappelait à chaque fois qu'en leur temps que ce n'était pas ça. Que quand ils viennent en première année, on les envoie à la ferme. Et c'est là on sait ceux qui veulent faire l'agronomie. Première journée, ceux qui ne veulent pas, ils désistent en même temps. Les gens fuient. Que maintenant, nous, on nous laisse la vie. Nous, on pense que la vie est simple. Oui. Donc, mais c'est vrai parce que quand tu rencontres des aînés, ceux qui ont déjà fait il y a longtemps, tu vois vraiment qu'avant, c'était pas comme ça. Ouais. Ils ont un peu quand même adouci le truc parce que même quand nous, on était en première année, et on disait on va nous envoyer à Baka, mais c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas les moyens de nous envoyer là-bas. Et on était au niveau de la ferme de l'université. Mais sinon quand même, on se plaisait quand même, hein. Toucher le sol, prendre des photos et montrer aux gens que oui, on est surtout vraiment ça, la terre ne ment pas. Ma première publication quand moi j'ai commencé l'agro, c'est la terre ne ment jamais. Genre, je suis agronome quoi. Au début, est-ce que c'était dur de pouvoir t'adapter parce que ce n'était pas ton choix? Toi, tu voulais faire l'anglais par exemple et tes parents t'ont orienté vers l'agronomie. Est-ce que ça a été dur à cause de cela? Pas parce que par exemple les cours étaient durs, non. Mis à part le fait que peut-être les cours étaient durs, il y avait les sciences. Est-ce que à part le fait que tes parents t'ont orienté, il y avait quand même psychologiquement, tu te disais que bon, je ne peux pas? Non. Parce que bon, moi je me dis, la personne qui m'a parlé, c'est pas quelqu'un que je ne connais pas. D'abord, c'est mon papa. Et bon, c'est quelqu'un que moi j'apprécie déjà. Si c'est qu'il dit que telle chose peut bien m'aider là, je prends ça comme ça. Et quand j'ai commencé aussi, j'ai vu que j'aimais. Au fait, c'était un truc déjà de bas âge parce que quand on est petit, on est fasciné de voir quand tu plantes quelque chose, par exemple, si c'est toi,
tu as fini par exemple d'écraser, tu verses, et comment on appelle les grains de piment par exemple, et à un endroit où il y a de l'eau, tu vois ça pousse, tu te dis que ah c'est moi, j'ai versé ça, hein, et voilà, et tu fais en sorte que personne ne gâte le piment qui est en train de pousser là, donc tu te dis que bon, peut-être c'est le destin, c'est quelque chose que tu devais passer par là, mais quand même moi ça ne m'a pas, psychologiquement ça ne m'a pas fait truc là, parce que déjà je ne savais pas ce que je vais faire, mais si on m'orientait, je pouvais m'adapter, c'est ce qui s'est passé. Quand tu es venu en agronomie, quel était tes plus grands défis que tu as dû surmonter, vu que tu étais, d'abord, ce n'était pas ton choix, c'est vrai que tu as dit que ça ne t'a pas vraiment dérangé. Et ensuite, les parents, tu n'es plus avec les parents. L'étude, comment ça s'est passé? Quel était ton plus grand défi? Au début, parce que je vis avec ma grand-mère, et au début, après, elle a voyagé. Donc, j'étais seul dans la maison. C'était ça, disons, le vrai défi parce que tu te dis qu'il n'y a personne. Et il n'y a personne là qui peut te dire, bon, essayer de te donner, comment on appelle, le courage chaque jour. Parce qu'elle, des fois, elle peut se réveiller, peut-être t'amener à prier même. Et parce que forcément, il y a des trucs qui ne vont pas aller au niveau des cours. Quand on sort les notes, il y a des notes qui ne sont pas bonnes. Surtout quand les premières notes tombent, voilà. C'est là que tu descends voilà. Tu doutes du choix, tu te dis, est-ce que vraiment c'est le choix ça? Donc il y avait ça, et c'était des cours de 7h à 19h. Donc quand tu sors et tu reviens, il fallait cuisiner. Donc tout ça, en tant que garçon, ça prend du temps. Si tu as déjà faim et tu vas encore cuisiner, avant de finir de cuisiner, avant de manger, c'était difficile. Même te réveiller aussi, des fois, tu as besoin de quelqu'un qui te dit... Oui, la discipline, en fait, te laisser comme ça, quitter d'un milieu où les parents te disaient de tout faire. Voilà. Les parents t'orientaient à un milieu où tu te retrouves seul, c'est pas... Voilà, c'est ça. Parce que tu dois t'adapter, tu dois maintenant toi-même te forger. Et donc, tu trouves ça difficile. Tu dors, tu te dis, oh, est-ce que je vais me lever encore, tout ça là. Donc, c'était ça, et je dirais les défis. Et souvent aussi, il y a le défi de l'argent, hein. On peut t'envoyer de l'argent et ça ne va pas suffire. tu vas finir de bouffer, tu ne peux pas appeler et dire que ah, c'est comme ça. Donc, tu essaies de, pour un petit moment là, de vivre la galère là, avant de pouvoir appeler, pour que ce soit vraiment réaliste, quoi. Faut pas que tu appelles chaque jour et dire que c'est pas bon. Les parents même vont voir que tu gaspilles ou soit tu as commencé par suivre de mauvaises personnes. C'était ça, le défi. C'est important parce que nous qui avons vécu avec nos parents et avons fait les études, on est chanceux, mais on ne sait pas. Parce que les parents sont là. Moi, quand j'ai commencé l'université, ma maman est là. Tu reviens à la maison, la nourriture est là. Exactement. En fait, tu ne te rends pas compte que c'est une grâce d'avoir les parents là qui font tout pour toi et qui te permettent d'étudier, qui font tous les sacrifices possibles pour te permettre d'étudier. Et tu as le toit. Tu as à manger, tu reviens, pour toi, c'est d'apprendre. Et parfois, même apprendre là, ça devient un problème. Oui, parce que quand tu reviens, tu es fatigué là, sincèrement, tu ne peux pas apprendre. Sans blague. Parce que quand tu reviens, tu es tellement fatigué, tu vas que des fois, même moi, je ne cuisinais plus. Si j'ai un peu d'argent là, je préférais manger et rentrer, pouvoir dormir. C'était ça, moi, mon souci, parce que vraiment, le fait de cuisiner d'abord et tout ça, c'est trop. Vraiment, force à toi. Et force à tous ceux qui ont étudié sans leurs parents à côté. Avant l'obtention du bac, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qui pourrait t'aider? Bon, ce que j'aurais aimé savoir, c'est de pouvoir entreprendre de façon effective et pouvoir savoir comment est-ce que je pourrais gagner de l'argent proprement moi-même et ne pas attendre vraiment des parents. Parce que quand tu commences l'université, c'est de ça on parlait sur le fait d'attendre les parents et tout ça. Parce qu'il y a des moments vraiment, il y a des choses que toi-même tu as envie de t'offrir, mais que tu ne peux pas. Même si c'est qu'on te donne, on t'envoie de l'argent, c'est quand même juste suffisant pour, pour vivre. Voilà. L'argent est là, mais tu ne peux pas te permettre certaines dépenses. Voilà, c'est ça. Si c'est que j'avais peut-être un petit business ou bien on m'a mené à faire quand même un petit business que j'ai pu gérer au moins à chaque, même si c'est que ça flopait, quand même essayer de... Oui, ça, tu apprends en fait, tu vas te rendre compte qu'après la licence, tu as quand même un background qui te permet
Parce que tu as déjà de l'expérience en matière d'entrepreneuriat. Oui. Même si on ne t'embauche pas quelque part, au moins tu gagnes un peu quoi. Exactement, oui. Parce que c'est bon de vivre, d'étudier, mais si tu étudies aussi sans quelque chose à côté, des fois tu te rends compte que bon, ta vie ne se résume que jusqu'à aller à l'école Ouais, c'est vrai. et apprendre. Et quand tu finis, Oui, quand tu soutiens, tu sens que tu n'as rien, tu ne connais rien même. Parce tu es que, quoi en fait? oui, Après les études, tu es quoi? Tu n'es rien. c'est ça. Parce que tu as, la plupart du temps, là, tu as des amis qui, eux, ils entreprennent. Oui. Et toi, tu es là, tu te dis que bon, tu as la licence, c'est tout. Oui. Parce que j'ai des amis, par exemple, ils sont répétiteurs. Quand même, ils ont des trucs qu'ils faisaient. Si c'est que depuis les cours secondaires, la première, la terminale, j'avais au moins des chances que j'essayais de faire des études. Au moins, ça aurait été déjà en moi. Et ici, quand je vais venir là, ce serait mon but de pouvoir chercher des parents d'élèves qui veulent que je puisse aider leurs élèves. Et ça pourrait au moins m'aider. C'est logique ce que tu dis. Et même nous qui avons vécu avec les parents, qui avons étudié auprès des parents, moi, j'aurais aimé savoir ça en fait. Avant même d'obtenir le bac, il faudrait que tu fasses quelque chose de tes 5 doigts ou bien de tes 10 doigts. Même si ça ne rapporte pas gros, qui te ramène quand même 50 francs la journée. Tu sais que tu as un bénéfice de 50 francs. Après, tu peux agrandir au fil de... Parce que quand tu rentres au campus, le campus, c'est une grande opportunité pour ceux qui savent regarder en fait. Parce qu'il y a du monde. Il y a une clientèle qui est là. Tu peux vendre tout et n'importe quoi. Donc, quand tu viens avec un mindset de quelqu'un qui veut entreprendre, en plus de faire les études, c'est bien d'avoir quand même l'idée de faire des études. Il ne faut pas qu'on mette de côté les études. Mais c'est en plus des études, tu veux faire l'entrepreneuriat pour gagner un peu. Donc, c'est très important, même si pour ceux qui n'ont pas vécu à côté ceux qui ont vécu plutôt à côté des parents. Et pour l'anecdote même, quand on a commencé la première année, il y avait des gars qui se promènent avec comment on appelle, des grands plastiques de beignets. Donc, quand ils viennent en salle, bon, nous, c'est les enfants qui viennent à l'école simplement. Donc, on voyait ça trop. Chez moi, je me disais, bon, un garçon, regarder et tout, je me dis que, bon, peut-être c'est quelqu'un, il a refusé d'aller à l'école. Mais après, la deuxième année, je dirais, ou bien, je ne sais pas si c'est dans la même année, tu vois que cette même personne-là est en train de suivre cours dans un amphi. Et donc, tu te dis que, donc c'est un étudiant, mais quand même, là, il est en train de vendre. Il se cherche. Donc, tu te dis que, bon, c'est ça quand même, parce que forcément, il ne faudrait pas rester là. Parce que si tu restes là, tu n'apportes aucune valeur ajoutée à toi-même. Il faudrait quand même essayer de t'amener, parce que c'est pas forcément on va à l'école là, c'est pas forcément ça qui donne totalement la richesse en vrai. C'est ce qu'on fait vraiment de façon manuelle, voilà, ce que tu maîtrises qui... Avec du recul, est-ce que si tu retournes encore, tu obtiens le bac aujourd'hui par exemple, est-ce que tu aurais fait le même choix que le choix que tes parents ont fait pour toi? Oui. J'aurais choisi l'agronomie. Oui. Parce que l'agronomie, c'est... Quand tu es au dehors de ça, tu ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Parce que tu te résumes juste au fait l'élevage et le champ. C'est au fait ça. Parce que si tu ne fais pas la première année, la deuxième année, essayer de comprendre, avoir des gens, des personnes ressources qui te disent vraiment ce que ça est là. Tu te dis que quand tu finis là, c'est juste aller au champ, faire des productions, faire l'élevage, c'est tout. C'est ce que tu te dis. Mais c'est trop vaste plus que ça. Là, c'est un très vaste domaine. C'est classé dans les domaines sociologiques. L'agronomie, c'est une science sociologique en fait. Parce que ça traite, c'est vrai que on plante, mais ça traite aussi de l'humain. L'humain, oui. On produit pour les hommes. Forcément. On produit pour manger. Oui. Donc, forcément, ça concerne un large domaine. C'est pour ça qu'on a l'économie, l'économie rurale, sociologie, dans même agro là-dedans. On parle de la forêt, de l'eau, en tout cas, tout ce qui a rapport quand même avec la nature, je vois là, c'est très important. Et c'est pour cela que c'est social, parce que ça revient toujours à l'homme. Par exemple, un jeune qui est en terminale et qui hésite, peut-être lui n'a pas de parents, même s'il a de parents, il ne sait pas forcément ce qu'il va faire. Quel conseil tu lui donnes?
Pour moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être concentré quand même sur les études et avant le bac, d'avoir vraiment de personnes ressources, de connaître quand même des gens qui, soit même si c'est qu'ils ont commencé l'université, ça n'a pas marché, de pouvoir écouter ce qu'ils disent. Et ceux qui sont toujours sur l'université, de pouvoir aussi écouter ce que eux-mêmes ils disent. Et ceux qui ont fini aussi, de pouvoir écouter ce qu'ils disent. Parce que ça permet de recadrer. Parce que quand tu es sur les bancs, tu te dis que bon, je finis le bac, je vais à l'université. C'est un parcours classique, quoi. On se dit, mais on ne sait pas que c'est quand même, c'est notre avenir, on est en train de préparer. Parce que une fois tu laisses, comment on appelle, l'école générale, là, c'est fini, c'est à jamais. Oui, tu ne sais plus c'est quel monde après. Maintenant, tu viens sur l'université aussi, c'est un autre monde. Et quand tu finis l'université aussi, là, ça passe. Quand tu finis l'université, là, maintenant, là, tu fais face à la vraie vie. Parce que tu avais quelque chose qui t'occupe juste à apprendre et tout ça. Mais là, maintenant, là, tu dois te nourrir. Si tu fais erreur même là, et tu as une famille là, c'est encore, comment on appelle. Donc, c'est ça, je dirais. Ceux qui ont commencé, qui n'ont pas pu finir, de savoir, d'écouter ce qu'ils disent, ce qui a fait que ça n'a pas marché. Voilà, ceux qui sont en train de voir ce qu'ils sont en train de vivre et ceux qui ont fini et qui peut-être travaillent, de pouvoir aussi écouter leur parcours. Je pense que ça peut aider beaucoup. Parce que maintenant, par exemple, nous, comme on a fait la licence, on a eu la licence, on a pu côtoyer des gens, par exemple, des gens qui étaient déjà en master et qui nous disaient quand même comment est-ce que ça se passe. Après la licence, il y a au moins des petites activités qu'il faut chercher à faire pour pouvoir quand même avoir un background. Quand on était en deuxième année, en première année, on ne parlait pas vraiment de l'importance des stages. Quand on a commencé la deuxième année, on nous parlait un peu. Les stages, c'est important parce qu'on demande beaucoup plus de l'expérience. Là, on nous amenait directement à voir le côté employabilité. Voilà. Donc, troisième année, tu vas voir, on va commencer par vous parler de l'entrepreneuriat. Même si c'est que vous voulez qu'on vous emploie là, essayez quand même de pouvoir créer quelque chose. Voilà. Maintenant, quand tu commences le master, on vous parle un peu plus de recherche. Essayez quand même d'apporter un plus, de pouvoir réfléchir au-delà de ce que... D'être des cadres de conception. Voilà. Donc, c'est un peu ça, je dirais. En tout cas, c'est ce qui est sur le côté école, c'est quelque chose qui ne manque pas quand même. Si tu as déjà les diplômes, si Dieu veut, et tu postules quand même là, si tu as la chance, forcément, tu vas avoir gain de cause. Et je pense que c'est un très bon conseil, pouvoir apprendre des autres. Il y a une citation que j'oublie, c'est la dernière partie là, je me rappelle, on dit, le plus sage là, c'est quelqu'un qui sait apprendre de l'erreur des autres. Oui. Et c'est ça, tu as su ressortir. Même si la personne n'a pas réussi à l'université, la personne peut te dire, ah, pourquoi je n'ai pas réussi? Et toi aussi, tu peux t'inspirer de ça pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Exactement. Pour l'orientation, est-ce qu'il y a des ressources que tu as eues et que tu voudrais partager avec des jeunes, des ressources pour pouvoir s'orienter, des ressources quand même pour pouvoir évoluer dans les études ou dans le monde professionnel, acquérir de l'expérience? Peut-être que tu connais un site internet où on peut faire du commerce en ligne, ou peut-être tu connais un site où on peut faire des cours en ligne, des trucs comme ça. L'application, ou bien je dirais la plateforme la plus reconnue là, c'est, je ne sais pas comment on lit ça correctement, c'est LinkedIn ou bien... LinkedIn. C'est vraiment le best dans tout quand même. Au moins, si c'est que tu as déjà le bac là et que tu veux continuer l'université, il faudrait d'abord télécharger cette plateforme ou bien cette application là et avoir ça dans ton téléphone quand même. Déjà, ça c'est un premier pas. Après, il y a aussi le fait de pouvoir chercher des certifications en ligne. C'est beaucoup plus important parce que maintenant là tout est digitalisé et c'est plus comme si on a besoin des formations de long moment. Il faut des formations de courte durée qui te permettent de comprendre ce que tu es en train d'apprendre en ligne et qui t'apporte, comment on appelle, un certificat qui prouve. Le vrai truc là, c'est d'avoir d'expérience dans plusieurs domaines quand même, parce que tu ne sais pas, même si tu es en train de faire l'agronomie là, on peut te prendre juste parce que tu comprends l'anglais. Oui, exactement. On peut te prendre parce que juste tu sais conduire. Oui, c'est vrai. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, où je disais que c'est important
de pouvoir faire autre chose à part ton domaine. Par exemple, moi, j'aurais aimé faire une double inscription, ce que je n'ai pas pu faire malheureusement. Et je me dis que si j'avais fait ça, ça va m'ouvrir encore d'autres opportunités. Parce qu'il y a des appels que je vois, auxquels je voudrais postuler, mais on te demande un papier qui atteste que tu as quand même une certaine expérience ou une certaine connaissance dans le domaine. Et c'est très important. Et même si tu n'as pas un diplôme, pouvoir quand même acquérir de l'expérience qui n'a aucun rapport avec ton domaine, c'est important. Sinon, il y a plusieurs sites, mais je ne pourrais pas vraiment donner des noms. Mais quand même, il y a plusieurs sites qui te permettent déjà d'apprendre. Et pour avoir la certification et l'attestation, c'est juste payer entre $10 ou bien $20. Simplement pour pouvoir quand même avoir la certification et pouvoir mettre ça dans ton CV, parce que le CV, c'est important. C'est important. Quand tu vas à l'école maintenant et tu vas vers l'université, déjà, si tu as une licence là, le CV, c'est ta clé. La clé. J'ai fait une vidéo encore. La vidéo là, c'est la clé qui t'ouvre les portes. Le CV, quoi. Et je dis, c'est la clé qui t'ouvre les portes. J'ai suivi ça, c'est pour cela. Voilà. Donc, c'est important. LinkedIn que tu as donné là, c'est une très grande ressource. C'est ça que je dis à la go là, tous les jours. Elle dit qu'elle n'a pas un compte LinkedIn parce qu'elle n'a pas une activité ou bien elle ne fait rien. Je dis, même si tu ne fais rien, tu te crées seulement le compte LinkedIn. Tu t'inspires des autres. Parce que quand tu vas sur la plateforme, LinkedIn, moi j'adore LinkedIn parce que il y a tellement de gens bienveillants sur LinkedIn. Et quand tu postes un petit truc, on te dit félicitations. Et quand tu vois les gens évoluer, tu as envie d'évoluer en fait. C'est vrai que les gens professionnalisent le truc. Quand tu vas là, tu as peur. Tu vois des profils vraiment, des gens que tu côtoies. Quand tu vois leur CV, tu te dis, cette personne-là, c'est pas n'importe qui. Mais ce n'est pas une raison d'être intimidé et tout. Tu peux créer le compte et même partager de temps en temps ta journée, dès que tu es parti au marché, tu as remarqué quelque chose, tu fais un petit test dessus accompagné d'une photo pour quand même te faire remarquer sur le réseau, te créer des connexions, c'est très important. Parce que moi je me rappelle, le premier compte LinkedIn que j'avais créé là, c'était juste pour, en ce temps là j'étais en terminale D et on faisait les trucs là, il y avait des trucs sur les crypto-monnaies qui appelaient à faire des petites tâches pour qu'on vous rémunère avec les petits centaines de dollars là. Donc c'est ça qui a permis, et quand les activités visaient à ce que vous partagez par exemple peut-être un test de la crypto-monnaie sur votre page pour que ça puisse leur donner de la visibilité et tout. Donc le temps là, moi je ne savais pas que c'était vraiment un truc pour du professionnel et tout ça. Donc c'est après, des années après quand même là, j'ai reporté, j'ai reporté parce que je me disais que j'ai déjà le compte. Donc il suffisait simplement que je télécharge et puis que je mette. Donc au fur et à mesure là, je pense que j'ai perdu le Gmail avec lequel j'avais créé. Donc finalement là, j'ai recréé maintenant un nouveau avec un nouveau Gmail. Et quand j'ai essayé j'ai fait 2 heures dessus là, tu lis vraiment, c'est un truc vraiment trop grand. Sincèrement, parce que en termes d'opportunités, il y a tout dessus. Tu peux voir des appels et pour des bourses, des candidatures. Parce qu'avant, moi, je me disais, par exemple, ceux qui ont les bourses là, comment ils font pour trouver les bourses là? Parce que je me dis, sur Google, par exemple, là, c'est pas comme si Google amenait des informations pour dire, avec la candidature à telle bourse et tout ça. Pas ça. Or, la base même là, c'est là-bas. Au vu de ta formation, de l'expérience que tu as eue, quelle est ta vision dans les 5 ou 10 ans? Peut-être 5 ans, disons, j'aurai déjà fini le master déjà l'année prochaine. L'idée serait peut-être de pouvoir travailler dans un projet déjà, quand même, au moins pouvoir gagner un peu ma vie en attendant. Et continuer aussi les études jusqu'au doctorat parce que c'est important. Déjà commencer jusqu'au master là, c'est un peu c'est déjà poussé. Donc le fait de pouvoir, si c'est qu'il y a les moyens, ce que tu fais te rapporte des moyens pour pouvoir continuer là. Moi je pense que je peux continuer. Et dans 10 ans, pourquoi pas devenir un docteur aussi et essayer d'apporter
un plus dans le monde et de l'agronomie. Dans le domaine agronomique au Bénin. Voilà. Que tu sois un expert. Voilà, un consultant. Voilà, exactement. Parce que vraiment, c'est très important. Hein, parce que quand tu commences au début, l'essentiel pour toi, c'est de te dire que bon, je vais essayer de faire, pouvoir gagner ma vie. Mais après, là, quand même je ne sais pas si c'est pareil dans les autres filières, mais quand même en agronomie, là, tu commences pas, ça commence pas à naître une telle passion de pouvoir quand même apporter quelque chose. Parce que quand tu vois les docteurs qui viennent faire les cours et tout ça, là, tu vois que c'est des gens qui apportent vraiment quelque chose. Ouais. C'est des gens qui t'inspirent en fait. Oui. Tu te dis, oh, je veux être docteur. Exactement. Parce que tu te dis, quand ils font les cours, par exemple, là, tu peux te dire que tu es intelligent, hein, mais la manière dont toi tu vois le truc, là, c'est pas la même manière, là. Ils voient ça. Or, la vraie manière, là, c'est ce qu'il va te dire. Et quand il te dit ça directement, là, tu te regardes et tu te dis, oui, c'est ça, là. Tu dois faire. Donc, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, travailler dans les grandes multinationales, travailler peut-être à la FAO, en tout cas, être quelqu'un d'important quand même dans le monde de l'agronomie. Dieu fera. Ce n'est pas Dieu fera, c'est déjà fait, c'est déjà pour toi. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Exactement. Donc, et même la thèse dont tu as parlé, tu peux continuer avec les bourses. Il y a des bourses. Et on a parlé de LinkedIn. Il y a des milliers, des centaines d'opportunités de bourses qu'ils partagent tous les jours. Donc, tu peux retrouver des opportunités et pouvoir te renseigner à partir de maintenant. Comme ça, après, tu seras préparé pour postuler, quoi. Donc, ça serait important de te renseigner à partir de maintenant, avant même de terminer le master. Moi, ce que je voudrais te conseiller, c'est même après le master, avoir une expérience quand même. Aller faire des stages sur le terrain. Pour acquérir de façon pratique en fait. C'est vrai qu'en agro, on fait la pratique, mais c'est pas suffisant. C'est pas intensif. Pour que tu dises que tu es un expert, tu es un consultant, comme tu le disais. Il faut quand même accumuler un certain nombre d'années d'expérience pour que les gens te fassent confiance en tant que consultant. Donc ça serait bien de t'orienter sur le domaine professionnel et ensuite chercher des opportunités de bourse. Bon, ça dépend de chacun. C'est un conseil que te connaissant, c'est un conseil que moi je voudrais te donner. Pour d'autres, peut-être que c'est pas le même conseil. Les uns peuvent avoir les moyens. Voilà, pour continuer directement. Quand tu as les moyens de continuer là, il faut continuer en même temps. Oui, parce que il y a aussi ce fait là, parce que peut-être les parents aussi, même si tu es en train d'aller, toi tu te dis que bon, ils sont en train de t'aider, il y a une limite. Parce que tu n'es pas le seul. Et puis, on ne peut pas perdre tout le temps depuis des années, être en train de faire. Il faudrait que toi aussi, on puisse voir que ce qu'on a mis dans toi là. Il y a retour sur investissement. Voilà, exactement. Tu as parlé du domaine professionnel. Et en termes de projet, est-ce que tu as des projets en vue? On a parlé de l'entrepreneuriat. Tu aurais aimé vouloir entreprendre. Est-ce que tu as des projets d'entrepreneuriat? Pour l'entrepreneuriat, je vois ça en deux cas. Parce que il y a ce qu'on dit et il y a ce qui se passe aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut finir maintenant, on ne sait pas si peut-être est-ce que tu seras employé et tout ça. Il y a le cas où tu peux être employé. Si tu as déjà quelque chose qui te rapporte au moins de l'argent, investir aussi directement. Avoir peut-être, moi, personnellement, ce qui me passionne là, c'est l'élevage. Par exemple, l'élevage des lapins. J'aime vraiment trop ça. Donc, peut-être investir dans ça, essayer de voir si je peux quand même pouvoir gérer, commencer comme un test d'abord, après et continuer au fur et à mesure. Si c'est que aussi le fait de trouver un travail et pouvoir compléter l'entrepreneuriat ne marche pas, on peut mettre les deux pieds dans l'entrepreneuriat directement. Donc l'entrepreneuriat, ça ne serait pas forcément de faire de l'élevage, mais ce serait aussi, pourquoi pas, de vendre des produits vivriers. Parce que c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. On ne sait pas, mais les bonnes dames qui vendent les maïs au kilo... De toute façon, on doit compter l'argent. Les agriculteurs, là, ils comptent l'argent. Surtout quand la campagne arrive, non, pas la campagne, les récoltes arrivent là. C'est là que tu vois qu'il y a de l'argent de quoi. En fait, le problème avec... ce n'est pas dans le sujet, mais ce que je vois dans le domaine rural là, c'est que le problème, c'est qu'ils ne savent pas gérer l'argent là. Sinon, ils gagnent. S'ils savaient comment gérer, s'ils avaient, par exemple, les connaissances qu'on nous enseigne
en agro. Oui. Comment gérer, par exemple, en ESL, on vous dit comment créer un plan, Voilà, un plan. business Mais bon, ce plan. n'est même pas en ESL seul. Déjà que tu as un projet Oui. agricole, il y a un business plan que tu dois établir pour pouvoir gérer les fonds, Exactement. pouvoir réinvestir l'année prochaine, Voilà. pouvoir construire, en Oui. tout cas t'épanouir. Eux, ils font Exactement. l'agriculture de subsistance. Mais Voilà. ils pourraient faire une agriculture vraiment rentable si ils géraient bien leur Oui, argent. exactement. C'est comme, et comment on appelle, parce que moi, ma maman, par exemple, elle n'est pas allée à l'école, mais elle vend les produits vivriers. Et tu vois vraiment qu'il y a de l'argent dedans. Et souvent, ce qui fait que elle et mon papa, souvent, ils ne s'entendent pas, c'est que mon papa lui dit souvent, quand elle vend, ces bénéfices-là, elle remet encore tous ces bénéfices dans ce qu'elle doit, dans une autre. Elle réinvestit tout. Tout quoi, ouais. Et il lui dit que c'est pas bien. Quand tu fais un truc là, quand tu vends, tu as ton capital. Et quand tu finis de vendre le total là, tu sépares le capital de l'investissement. Et tu as ce que tu épargnes et tu as ce que tu peux réinvestir aussi. Donc, il y a ce truc-là, cette discipline-là que souvent les vendeurs et tout, les producteurs n'arrivent pas à mettre en pratique. Parce que si c'est qu'on a ce nœud, on comprend ce nœud-là, je pense que on peut se faire vraiment beaucoup d'argent parce qu'il y a des gens, sincèrement, ce sont des vendeurs de produits tropicaux, mais ils vivent bien. Ils sont des palais, des maisons palais, sincèrement. Tu te demandes si vraiment c'est ça seul ils font, oh, vraiment c'est ça seul ils font. Oui. Oui. On se dit même qu'il y a quelque chose en bas, peut-être qu'il y a calebasse en bas. M'investir aussi dans quand même l'élevage là. Parce que moi, c'est pas que je dénigre l'agriculture. L'agriculture pour moi, c'est que ça prend du temps. Et il faut être vraiment prêt et investi dans l'agriculture. Si c'est que tu veux faire une production agricole dans un champ là, il faut vraiment dépenser. Oui. Peut-être les premières années là, tu vas beaucoup dépenser. Mais après, au fur et à mesure, les dépenses seront un peu moins. Mais quand même, moi, je veux tout en même temps là. Et aussi, il y a le fait que l'élevage aussi là, c'est à risque, hein, un gros risque. Et les maladies et tout ça là. Et en plus de ça, il faut d'abord maîtriser ton marché. Oui. Tu peux produire et ne pas pouvoir vendre. Exactement. Et tu as les produits qui sont là, tu as fini, tu es content, ça a donné, ça a donné cette année-là. Bon, ok. C'est quoi la suite? Est-ce que c'est toi-même qui va manger ça? Donc, c'est pour ça, le conseil que moi je voudrais, si c'est que tu veux vraiment te lancer dans ça, c'est de commencer par aller acheter chez les gens qui produisent déjà. Chercher le marché d'abord. Aller acheter, être un intermédiaire en fait. Comme ça, tu maîtrises le marché, tu sais comment ça se passe. Après, si tu produis toi-même, tu sais à qui tu vas vendre après. Exactement. Donc, le plus important là, c'est pouvoir vendre. Vendre, c'est ça. Même si c'est pas toi-même qui produis. Est-ce que celles qui font on a parlé de produits vivriers, c'est pas, ils ne produisent pas. Non. Leur rôle là, c'est de vendre. Donc, c'est très important d'avoir un marché. Même si tu produis, tu dis que tu as un projet entrepreneurial, de pouvoir quand même avoir un marché. Voilà, parce que c'est le vrai nœud. C'est ça, et certains disent, vendre avant de produire. Voilà. Forcément, parce que si tu es la personne qui va acheter là, tu vas produire là, ça va rester là. Même si tu manges là, ça va rester. Donc, voilà, on est à la fin. Tu vas regarder la caméra et tu vas dire un dernier mot. En gros, quel conseil tu donnerais? Bon, le seul conseil que moi je peux donner, c'est qu'on est tous jeunes quand même. C'est vrai que c'est pas l'étude seule qui permet de s'épanouir, mais bon, si c'est que quelqu'un a déjà commencé ses études et va vers l'université, c'est bon de continuer. Il faut aussi la discipline, la résilience et quand même être fort mentalement aussi quand même. C'est important parce que on commence, mais on ne se dit pas, on ne sait pas si on va terminer ou pas. N'oubliez pas aussi de prier parce que c'est important. Très important, la prière. Et ce que je peux dire, c'est en tout cas, il y a de la richesse en agronomie. Tout ce qui a rapport avec l'agronomie, là, il y a de la richesse. Que ce soit petit ou grand, là, quand même, là, il y a de la richesse. Donc, si quelqu'un regarde cette vidéo, là, et ne sait pas où s'orienter, moi, je l'oriente directement vers l'agronomie. C'est important. Voilà, un mot de fin. Suivez le canapé des jeunes. Voilà. Et likez, partagez. Et abonnez-vous. Abonnez-vous.
Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est un plaisir. Vraiment, c'était trop cool. Ouais, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a permis de plus te connaître. Oui. Mais moi, je te voyais comme ça. Oui. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, donnez vos avis en commentaire. Est-ce que vous aussi, c'est les parents qui vous ont orienté ou c'est vous qui avez fait vos choix? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir avant de commencer le campus? Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Tu fais les gens avec un level plus grand. Couple. Un level plus grand.